Ça s'arrête jamais. Et c'est pour ça que j'ai dit, moi, je travaille pas. Hein. Moi, les gens, machin, alors évidemment, on a dit machin, mais ma femme, si je dis ça, elle me tirerait les cheveux, elle ne travaille pas. Mais non, moi, je travaille pas. Moi, je travaille pas. Moi, je travaille pas. Moi, quand je dis, je travaille pas. C'est difficile pour ça, moi, je travaille pas. Quand tu viens manger chez moi, tu manges mon âme, tu me manges en fait. Tu manges ce que tu as dans ma tête. Tu manges tout ce que j'ai construit ici. Voilà. Après, on n'est pas obligé d'aimer. Hein. Le bar au chocolat, c'est l'histoire de ma grand-mère et de mon grand-père. Quand on partait à la pêche le matin à 4 heures, ma grand-mère me mettait une barre Milka dans la poche. Elle disait comme ça, tu mangeras ça, c'est à 4 heures. Et donc on faisait ça. Et si tu veux, ce bar au chocolat, à un moment donné, il a été longtemps dans ma tête, il m'a hanté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand on revenait de cette pêche, il y avait ce bar au barbecue que mon grand-père faisait avec ses copains. On arrivait, et puis il coupait un morceau de bar, et moi je mangeais dessus un peu de chocolat comme ça, en cachette, en loose day. Et à un moment donné, alors des fois tu avais plus de chocolat, moins de chocolat, tu vois. Puis mon grand-père dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais rien, papy, rien. Puis, mon grand-père est venu à décéder. Et à un moment donné, j'ai voulu rendre hommage à ce moment, si tu veux, que vous avez précis. Ça, je te parle ça il y a quelques années, hein, ça n'est plus, mais pour te demander un peu de réflexion. À un moment donné, ce bar au chocolat, je me suis dit, mais comment je vais expliquer le moment de ce bar au chocolat que j'ai vécu avec mon grand-père? Si tu veux. Alors, il y a eu cette réflexion à un moment donné. Ça, je te parle de ça il y a 8 ans de ça. Et ce bar au chocolat, c'était quoi? C'était à un moment donné ce morceau de bar, très peu cuit. Là, on commençait déjà des doubles cuissons. C'était vapeur, et à l'époque là il n'y avait pas de chalumeau, donc on poêlait légèrement, enfin avec une espèce de plaque que l'on chauffait comme une espèce tu sais, de plaque qu'on fait les crèmes catalanes. On faisait ça, puis on passait sur le poisson légèrement pour lui donner un côté un peu plus, on va dire, un peu plus brûlé, un peu fumé. Et avant ça, on passait, je me rappelle, on passait dans un fumoir, enfin bref, n'importe quoi. Et on mettait ça, je mettais le Milka, une petite pointe de Milka, et je mettais une endive très très amère. Je centrifugais de l'endive et je faisais une espèce d'endive émulsionnée à l'époque. Je mettais ça de côté. Et dans ma tête, je me disais à la place du gourmet et du gourmand, je me disais, le mec il va arriver, il va manger, il va prendre le morceau de bar, après, comme il va avoir une verrine ou un truc, il va aller là-dedans. Donc il va forcément se prendre, il va faire ah, et ça. Donc il va prendre le bar, et comme il va savoir plus ou moins qu'il y a du chocolat, il va tremper le bar dans le chocolat. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, là j'y serai là. Là, pendant peut-être 1 seconde, 2 secondes, j'aurais donné le sentiment que moi, j'ai vécu avec mon grand-père sur le bord de plage, le retour de pêche avec mon grand-père. Je pense que on vit des choses, je ne sais pas si c'est racontable ou pas, mais on vit des choses qui sont assez extraordinaires sur le moment. Et après, on se dit, mais c'est des moments de vie, incroyables. Tous les jours, on en vit, ouais. Moi, j'ai un monsieur qui s'est levé de la table 9, là-bas, c'est un peu la table du chef, tu vois, sur les bouts. Et le monsieur, il se lève comme ça, et puis je voyais, il me regardait, tu sens qu'on a le regard sur les gens, il regardait comme ça, mais d'un air toujours fixé, tout ça. Et je dis, les gars, il y a un blême ou quoi à la 9, là, les mecs, ne faudrait pas qu'ils me regardent bizarrement et tout. Il me dit, si, chef, il ne vous lâche pas du regard depuis plus d'1 heure. Je dis, putain, c'est chaud, c'est un truc qui se passe. Puis je vais le voir, je fais, monsieur, c'est pas bien pour vous, tout ça. Puis il me regarde comme ça, puis... J'étais un peu gêné, après je disais, ah ça, il faut aller voir un truc qui va pas, ça va pas en sucette l'histoire. Bref, il y en a plein, et à un moment donné, le mec il se lève de table et tout. Puis je dis, mais qu'est-ce que... Il y a un problème, monsieur, ça? Il me dit, je sors parce que je vais pas pleurer devant vous, et je reviendrai prendre une bouteille de vin pour partager un beau moment avec vous, et avec votre équipe. Ok. Bon, ben, ok. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et puis le monsieur il dit ça avec une sensibilité tellement forte que forcément bah, tu as presque les larmes à l'œil et tu vis des moments comme ça, tu te dis mais c'est pas possible quoi. Ça apporte du bonheur forcément, ça apporte parce que tu apportes, tu vois, ça trompe pas parce que tu vois l'œil, tu vois les gens, tu vois l'émotion. Là pour autant que tu te prends pour un marchand de bonheur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, sur le moment ça se vit énormément, mais après on va dire le lendemain même tu recommences à zéro, tu vois, tu es happé par ton quotidien, par tes choses et tout ça c'est
C'est là, le soir, quand tu t'endors, ou quand tu somnoles, là, ça t'apporte un réconfort. Tu te dis, bon, c'est quand même magnifique, c'est moi. Puis tu y penses, toi, la nuit. Des fois, moi, j'y pense, parce que moi, je suis un peu insomniaque, donc j'y pense. Je dis, putain, c'est quand même... Voilà pourquoi je fais ça. La cuisson, c'est d'abord l'identification du produit, mais l'identification de soi-même par rapport au produit. Dans un premier temps, l'identification du produit, mais t'identifier à lui-même. Tu s'imaginer si je suis une langoustine, si je suis arrosé, jusqu'à quel seuil je dois être arrosé si je veux avoir ce côté soyeux, nacré, léger, presque enlever le côté coton, mais on rentre sur du côté pommade. Je parle avec des termes voilà, simples. Donc ça a été cette réflexion, mais qui s'est faite naturellement du fait de l'équilibre de ce que l'on veut donner. Et puis après, il y a cette torréfaction. La juxtaposition des cuissons, c'est pas le bon terme en fait, c'est donner une teinte. On peut commencer par une vapeur de café, légèrement torréfiée, café saké souvent, et après légèrement brûlé au saté, pour le macro. Quelque chose de fondant mais à la fois explosif, une contrariété entre le côté léger mais à la fois rugueux ou presque métallique. Ça c'est ce que je voulais donner. Métallique surtout par rapport au retour de la mer, retour de pêche, la grillade, le côté grillé qu'il y a sur ces grilles qu'on retrouve jamais. On se dit ah ça c'est bon, c'est torréfié, mais en fait c'est à la fois si c'est trop c'est astringent, on n'en veut plus. Alors que si on arrive à chercher justement cette émotion-là de la cuisson et la raison structurelle et essentielle d'un mets ou d'un plat, je pense qu'elle dirige tout, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va donner l'aspect et la texture que l'on veut par la cuisson. Ce rôle aura simplement cette salinité légèrement aiguë et qui peut s'assimiler, si tu veux, tout simplement un jus de pamplemousse, voilà, un trait de jus de pamplemousse dans un jus tranché d'agneau, par exemple, tu vois. Donc ça, j'ai retrancé comme ça. Même si on ne le fait pas, mais c'est la teinte qu'il doit donner. Ça évite cette juxtaposition, ça évite... La teinte, ça va être quoi? Ça va être par sa cuisson, ça va être de quelle manière on va enrichir les fibres ou non. Donc je pense que ça c'est important. Le transformer, non, on ne le transforme pas. Je pense qu'il faut que ça soit lisible. Moi, quand je t'apporte un mets, je vais te dire langoustine, carotte fan et manioc. Tu vas t'en faire ton point d'ancrage. Tu vas t'imaginer une carotte, tu vas t'imaginer quoi? Manioc, il va mettre une racine ici, langoustine, ok. Non, c'est tout simple. C'est tout simple. Cette histoire de langoustine, elle est importante parce qu'il ne faut pas qu'elle se raidisse. Il faut qu'elle soit légèrement colorée, qu'elle soit suave, qu'elle soit juteuse, non pas spongeuse, mais juteuse et fondante. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors légèrement, on va la prendre, on va la dorloter, si je peux me permettre, tu vois, avec vapeur de saké, tout doucement, qui va la remettre en température. À côté, légèrement, on va préparer une petite sauteuse avec après, tout dépend des beurres, mais un beurre d'huître clarifié, tu vois, pour monter en température. Juste la saisir comme ça, l'arroser. On va vanner à côté avec un beurre demi-sel, tac, et on va la poser délicatement comme ça avec une fleur de sel. Voilà. Mais si tu veux, on va pas raconter l'histoire de comment on l'a habillé, quoi. Tu vois, c'est simplement ça, voilà, et on langoustine. Après, c'est sûr que quand il y a cette réflexion derrière qui est intéressante de savoir à quel moment, si tu veux, pourquoi on utilise la vapeur au départ, pourquoi on ne l'utilise pas après. Ça, c'est les essais, comme tu me disais tout à l'heure. Ça, ce sont les essais, ce sont l'interaction de la vapeur avant même d'avoir une réaction de Maillard. Donc ça demande après aussi une réflexion un peu plus poussée. Ouais. On fait beaucoup de jus animaux, de manière, on fait l'assemblage des jus, on appelle le jus animal, l'assemblage de différents jus. La carcasse, ça peut être, tu vois, des jus de pigeon, jus de canard, assemblés avec un jus de cochon épice. Et encore, nos jus, tu vois, ils sont pas déglacés au vin blanc, ils sont déglacés au saké. Ils sont finis parfois au four, on finit plus sur le fourneau, on laisse plus réduire. Des choses claires, limpides, mais à la fois très, très denses à intensité au niveau gustatif. Alors évidemment, on a essayé avant. Hein. Heureusement, on essaye, on goûte, bien entendu, mais ça demande des heures, mais ça ne demande pas des heures, c'est comme ça. À un moment donné, lorsque tu donnes quelque chose, ok, mais il te manque quelque chose. Donc tu mets quelque chose, tu rajoutes quelque chose, tu rajoutes un aspect structurel, tu vas rajouter un croustillant, tu vas rajouter une acidité, tu vas rajouter un piment, tu vas rajouter un condiment, je t'en passe.
après, c'est cuisine empirique, tu vois. Tu vois. La cuisson, à 2 ou 3 degrés près, tu n'as pas le même produit. 4 degrés près, tu n'as plus le même produit. Que je te fasse manger une Saint-Jacques à la vapeur, je te fasse manger une Saint-Jacques, la même cuisson, enfin, le même produit, cuit, tu sais bien quoi, par ton expérience. Différemment, on n'a pas le même goût. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'exploiter au maximum, si tu veux, ce produit, le produit, et d'essayer de le comprendre à son maximum. Voilà. Et quand tu t'es dompté, quand tu vas rechercher ça, quand tu vas comprendre ça, quand tu t'identifies par rapport au produit, bah, le produit n'a plus de secret pour toi. Et comme c'est un puits sans fond, ça s'arrête jamais. Et c'est ce qui m'anime. Le produit n'a plus de secret pour toi. Moi, je suis en Afrique, au Congo, à Pointe-Noire. J'ai vécu 15 ans là-bas. Alors, au début, tout ça, c'est enfoui parce que tu apprends la cuisine, l'école hôtelière, les chefs, tu apprends la cuisine des chefs, tu apprends la cuisine de l'école hôtelière. Tu fais un peu la cuisine des autres, puis après tu fais ce que tu es. Et là-dedans, pareil, il y a des choses qui ressurgissent, quoi, comme le poisson grillé. Comme le poisson grillé. Alors le poisson grillé, c'est assez péjoratif, mais le poisson grillé. Comment tu peux avoir aujourd'hui le sentiment d'avoir mangé un poisson grillé, mais en ayant par exemple une texture souple et légère? Ça, c'était par exemple les premières questions que je me suis posées. Je me suis dit à un moment donné, mais si j'ai envie de manger un bon poisson grillé, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la peau, si tu veux légèrement torréfié ou brûlé légèrement, mais avec quelque chose, si tu veux, d'assez fondant et goulayant. Comment puis-je retranscrire ça? Il n'y a qu'une seule solution. C'est de comprendre, de mettre à la place c'est du capitaine. Le capitaine, le fameux poisson qui ressemble un peu au bar en Afrique. Donc je me dis, je suis le capitaine, comment je vais pouvoir me cuire pour pouvoir refaire gérer tout ça? Au début, c'était comme ça. Puis après, il y a l'aspect physique, il y a l'aspect, comme tu dis, l'aspect culturel qui est important parce que en Afrique, il y a beaucoup de misotage, mais en même temps, il y a beaucoup de choses vives à la flamme, agressives. Tu vois. Donc après, il a fallu un peu... C'était un peu bouleversant tout ça. Parce qu'à un moment donné, il y a une cliente qui m'a dit, mais ce poisson-là, mais c'est extraordinaire. Votre turbo est très extraordinaire. On ne fait pas de turbo ici, on ne fait pas de turbo, on ne fait pas de Saint-Pierre, tout ça, on ne fait pas. Donc je dis, voilà, non, c'est un merluchon. Alors cuire à la vapeur, dans de la vapeur, dans un milieu sec. Et on s'est dit, en faisant ça, essayer de comprendre, là tu manges comme un espèce de nuage, tu vois. C'est quelque chose que tu peux prendre comme ça à la main, et tu peux même l'écraser avec... tu l'écrases avec le doigt sans forcément que ça se cache. Tu vois, je sais pas comment tu vois. Donc quand tu arrives à cette texture-là, c'est magique, c'est extraordinaire, tu vois. Des fois, les gens font des jus, pourquoi les jus sont amers? Tu vois, là aussi, des fois, les jus peuvent être amers ou avoir un côté un peu astringent. Tu viens de la cuisson. Quel est le type de cuisson qui correspond le plus à telle ou telle fibre? Comme j'ai mangé pendant 1 an et demi des choses que je n'aimais pas, par exemple. Tu vois. Dans mon alimentation naturelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je mangeais des choses que je ne pouvais pas manger. Parce que je me dis, mais je vais restreindre à faire donner des choses aux gens que j'aime. Souvent, tu donnes ce que tu aimes ou ce que tu es, tu vois, mais souvent, ça reste la même chose. Putain, merde. Et je me dis, putain, j'aime pas ça parce que j'ai pas été formé ou j'ai pas goûté ça, où j'ai pas eu la chance de goûter, on m'a préservé peut-être de goûter ça, tu vois, après. Et moi, j'ai dit, non, mais non. Et ton palais, il fait, oh oui, oh oui. Mais pourquoi? Oh non, vas-y. Éduque ton palais, force-le. Je peux être à contre-courant, mais ça va, je le vis bien. Arbour avec les chefs, je peux être arbour avec les chefs, c'est pas grave. Voilà. Moi, je suis en adéquation avec moi-même. Donc ça, c'est déjà le principal. J'apprends à m'apprivoiser, donc ça, c'est bien, ça déjà. J'apprends à me comprendre. Donc ça, c'est déjà... comme tu le vois ici, il n'y a pas de rupture entre la cuisine et la salle. Les cuisiniers vont servir, les saveurs entrent en cuisine. Il n'y a pas de rupture. Moi, j'ai amené des plats, et ça se fait de manière relativement fluide, et ça crée une émotion particulière. On n'a plus cette barrière. Et je pense que ça, c'est aujourd'hui, moi j'en ai besoin. Moi j'ai besoin de savoir à qui je donne mon âme. Je ne veux pas être caché derrière mon truc, ma brigade. Je m'en fiche de ça. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir à qui je le partage et à qui je le partage. Puis c'est important de savoir à qui on a affaire aussi. Comme je dis, et puis ça donne de l'eau au moulin. Ouais, et puis c'est pas tout la même voix. Toi, c'est pas le maître d'hôtel qui rentre. Chef, ce fut magnifique. La table 4 vous remercie. Puis tout le monde fait ouais. Chef, on s'en fout de ça, c'est de la connerie. Puis c'est la même voix, tu vois, c'est la même radio. Tu vois, comme ça, tu dis, oh, table 8, c'est merveilleux. Ouais. Et puis comme ce sont les mêmes adjectifs qualificatifs qu'utilise ton maître d'hôtel, tu deviens dingue. Non, c'est fini ça. C'est fini. Là, maintenant, on vit les choses, quoi. Dans l'instant. Tu arrives, voilà, t'attaques, t'es là, monsieur, dame, bonjour. Puis tu
pas présente, mais tu présentes ce que... De toute façon, vraiment, tu te présentes parce que tu te donnes ce que tu es. Donc voilà. Là. Et puis quand tu as les gens qui partent, qui te disent des mots merveilleux, quoi, des mots que tu n'aurais jamais pensé entendre, bah forcément, tu te dis, bon, c'est quand même... Mais sur le recul, toujours, il ne faut jamais te le prendre, sur le recul. Ça reste toujours très émotion quand les gens partent. Et tu dis, voilà, je sais pas, moi j'ai fait le meilleur repas de ma vie. Si j'étais votre mère, j'aurais été fier de faire ce que vous faites. Voilà, c'est chaud, quoi. Et c'est tellement minime. C'est tellement minime. C'est peut-être pour ça que c'est aussi intense, tu vois. C'est tellement minime que c'est peut-être pour ça que l'émotion est aussi intense et tu la vis. Moi, quand j'ai ouvert ce restaurant comme un restaurant de quartier, les gens, ça fait rigoler, c'est ça, c'était un restaurant de quartier pour faire vivre les gens du quartier. Et puis, à un moment donné, j'ai imaginé avec ma femme, si on venait passer un moment, comment on allait le vivre, quoi. Alors voilà, carte blanche, comme ça, tu ne choisis pas le menu, tu choisis juste les tarifs, hop, clé en main. Le sommelier, il vient, hop, il te propose des choses qui sont en adéquation avec la cuisine du chef, parce qu'il est hors de question que le sommelier, voilà. Donc ça, pour moi, c'était essentiel aussi, vital, qu'on sélectionne ensemble. Et puis voilà, et puis voilà. Et puis, à un moment donné, tu te laisses un peu diriger, tu vois. Et des fois, j'arrive le soir avant le service, toujours, parce qu'il y a un peu de concentration, parce qu'ici, il n'y a pas de bon. En fait, on n'a pas de bon, on n'a pas le seul bon, il est là. Donc, il faut savoir qui mange quoi, qui va manger quoi, quel tarif, qui est allergique à quoi, etc. Et tout. Donc, en fait, quand on dit qu'on fait du sur-mesure, des fois, ça fait rigoler, mais c'est vraiment du sur-mesure. Et ça demande beaucoup de concentration. Et des fois, je vois arriver des taxis dans mon restaurant. C'est comme un rêve de gosse, tu vois. J'arrive des taxis dans mon restaurant. Alors, à Paris, c'est peut-être banal pour vous, mais je vois des taxis arriver dans mon restaurant où les gens viennent dans des hôtels fabuleux, des trucs de fou. Je me dis, mais quand même, les gens viennent en taxi manger chez toi, quoi. Mais c'est un truc. Je pense que l'humain est l'essentiel. L'humain est le poumon d'un restaurant. L'humain. Moi, quand je vois mon plongeur, 54 ans, qui vient, et quand je lui pose la question au milieu de semaine, en plein service, quand c'est le rush, machin, sa vie, tu vois, ça court, mais ça que j'ai fait de sa vie, tout ça. Là, tu prends, tu sors la bulle, tu regardes. Faut prendre le temps de faire ça. Tu prends le temps de regarder tout ce qui se passe à un moment donné. Tu sais, tous les petits, tu regardes. Là, tout mon travail, là, j'ai voir mon plongeur, j'ai fait Mbaye, ça va? Et il me regarde comme ça, il me dit Mbaye, il me dit chef, ça va super. Et moi, je dis toujours, si toi ça va, moi, ça ira toujours. Et ça, c'est des moments, toi, de vie extraordinaires, tu vois. Et l'humain, ça restera le poumon. L'humain, c'est le poumon. Qu'on le veuille ou non, je peux passer 18 heures dans ma cuisine, c'est pas un souci. Mais l'humain, c'est le poumon. Et ça, c'est des moments qui seront jamais rêvés à jamais. Je pense que même pour lui, ça restera un rêve. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Les fournisseurs, maintenant, c'est devenu mes amis, mais je leur réclame rien, je leur demande rien. Ils apportent ce qu'ils veulent. J'ai sa chance d'apporter ce qu'ils veulent. Donc les gens me disent, mais non, mais ils apportent ce qu'ils veulent. Ben, des fois, mon pote, ton fournisseur, il est en galère. Des fois, toi, tu vas aller prendre 3 kilos de plus de trucs ou n'importe quoi, 2 kilos de trucs. Et ben, tu vas l'aider à... Après, je le fais, je m'en fous. Parce que c'est comme ça, parce que voilà. Puis je le vois qu'il m'amène, parce que JB m'amène des trucs. Il me dit, voilà, il y a ça. Ah, tu veux pas des oranges, là? Je dis, bah vas-y, donne-moi tes oranges. Hop, et puis des oranges qu'il envoie, attention. Et en vrai, tu vas les manger même avec la peau, comme ça. C'est juteux, c'est... Des gens ils disent ouais mais pour venir travailler ici c'est hyper compliqué, on envoie 600 CV, machin, on peut pas travailler ici, c'est faux. T'as des mecs qui sont super forts, super techniques, machin, mais si t'as pas l'état d'esprit, si tu comprends pas ce qu'on essaie de mettre en place, si tu comprends pas la philosophie, si tu comprends pas le mode de fonctionnement, bah, tu peux pas travailler ici. Tu peux pas. Ah bah, nous on a des gens, alors des fois ils appellent, ils font oui voilà, nous on mange pas de poisson. Et on n'aime pas les légumes. Ok, bah c'est un peu compliqué mon pote. À part si tu veux manger des céréales et de la viande, compliqué. Quand c'est ça, ouais, bah là, madame, vous avez mangé des œufs de truite, des saumons sauvages, marinés au saké, mais accompagnés d'un lait fumé. Mais les fumés, c'est base de haddock fumé. Ah, c'est du poisson. Et puis quand on est en train de manger comme ça, ah, mais c'est fabuleux. Puis après, elle fait, ah, c'est du poisson. Oui. Ah ben, on va goûter le reste alors. Même si on savait que moi, qu'elle me dit ça, c'est bien. Mais je savais très bien que j'allais envoyer. Si tu veux, c'est ça aussi, on est un peu dur de la feuille, nous, ici. Enfin, moi, je suis dur de la feuille. Donc, les gens, ils viennent, et puis les gens, ils sont là, ils mangent. Puis les mecs, ils me disent, bah, monsieur, ça faisait 6 ans que je n'ai pas mangé de poisson. Merci. Ou j'ai mangé ma première huître chez vous. C'est marrant, ça. Hein ok, c'est cool. Canaletto, tu vas voir Canaletto. Canaletto, des fois, je me dis, putain, merde. J'essaie de comprendre, tu vois. Je ne peux pas rester insensible à Canaletto. J'ai découvert ça grâce à ma femme, tu vois. Je dis, mais putain.
Moi, j'ai découvert Venise grâce à Canaletto, par exemple, tu vois. Donc je me suis dit, ben, voilà, et ces aspects de lumière, enfin, pas de lumière, mais c'est parce qu'en fait, il faisait du trompe-l'œil, lui aussi. À un moment donné, tu te demandais s'il allait à la Venise, parce qu'il a rajouté des choses, voilà. Et pour moi, ça, je sais pas, c'est aussi culturel que ça, quoi. Tu vois. Mais j'essaie de comprendre les choses qui me parlent et qui forcément sont retranscrites, si tu veux. J'essaie d'interpréter parfois des choses, tu vois. Mais inconsciemment. Inconsciemment. Tu vois. Moi, si je vais voir Miro pendant 2 heures, c'est comme si tu allais voir un concert de Ben Harper et pendant 3 semaines, 1 mois, tu te repassais les musiques de Ben Harper parce que tu repensais à tous les événements que tu as passés, tu vois. Et Miro, mais putain, il est là, quoi, tu vois, c'est là, ça me parle, tu vois. Avec toute son histoire, tout ces...